je vais parler de la structure moléculaire, la physiopathologie potentielle cible possible et la problématique de l'immunité. En guise d'introduction, je dis que la maladie à coronavirus, qu'on appelle Covid-19, est une zoonose qui est due à un virus qu'on appelle SARS-CoV-2. Et cette maladie a évolué d'abord comme une pandémie qui a débuté en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Et aussitôt, les Chinois, avec une PCR multiplex, donc ça veut dire qu'ils ont pris plusieurs germes, 18 virus et 4 bactéries, ils l'ont lancé pour voir s'il s'agissait d'une bactérie ou d'un virus qui était déjà en circulation. Ils se sont rendus compte que les résultats étaient négatifs. La PCR était négative, ça veut dire que ce n'est pas parmi les 22 virus. Ils ont compris que c'est un nouvel pathogène respiratoire. Et vite, je crois qu'au mois de janvier, ils vont lancer même un séquençage et ils vont découvrir que c'est un autre génotype. Donc c'est un autre virus. Voici comment se présente ce virus. C'est comme ça qu'on appelle coronavirus parce qu'il est en forme de coron. Et je vais, en évoluant, faire une comparaison avec le virus du VIH. Et vous allez découvrir que c'est un virus qui est très intelligent. Ce virus, vous voyez ici, l'élément capital, il y en a deux, les éléments capitaux, il y en a deux. Vous avez la protéine ici, qui sert de protéine de référence pour être reconnue par des récepteurs au niveau cellulaire. Donc c'est comme la clé, et les récepteurs de nos cellules, c'est comme la serrure. Vous avez la membrane ici, et vous avez les autres éléments, comme la protéine, la membrane M ici, qui fait partie de la composition. Vous avez la protéine E, etc. Mais je disais qu'il y a deux éléments importants. Vous avez, en dehors de ces protéines qu'on appelle spike, c'est lui qui permet au virus de reconnaître un récepteur pour pouvoir pénétrer. Vous avez son ARN, qu'on appelle l'ARN positif, l'ARN viral, qui est le matériel génétique, qui est entouré par la protéine N, qui est la nucléocapsule. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce virus? Quand vous regardez, vous allez voir qu'en dehors de ces éléments que je vous ai montrés ici, qui fait partie de sa structure, j'ai dit qu'il y a les deux éléments là les plus importants, les autres, je vais vous passer les diapos, vous pouvez regarder dans sa composition. Vous avez un certain nombre de protéines qu'on appelle des protéines obscures. On ne sait pas déterminer les rôles, ils sont là à l'intérieur. Mais ce qui est bizarre avec ce virus, avant de me lancer à vous expliquer un peu la problématique qu'il y a avec le scalp ici, vous voyez que je mis un cercle ici pour dire qu'il n'y a rien à part ces protéines structurales. Quand vous comparez avec le virus VIH, vous avez au départ, il y a l'ARN, mais il a toute sa machinerie enzymatique en son sein. Ça veut dire que vous avez l'ARN qui est le matériel génétique. D'habitude, chez les humains, notre matériel génétique, c'est un ADN. Et qui peut faire des transcriptions sous forme d'ARN. Mais au départ, ici, vous avez un ARN. Et vous voyez les petites boules là, ce sont des protéines. Vous avez par exemple la reverse transcriptase, l'intégrase. Donc, dès le départ, le VIH, il a son ARN, il a une machinerie enzymatique qui lui permet de faire d'abord la rétrotranscription, parce qu'il ne peut pas intégrer notre ADN sans être sous forme d'ADN. Il est ARN, il est obligé de fabriquer un autre brin pour devenir ADN. Donc au départ, il a une protéine qui s'appelle la reverse transcriptase. Donc il sait qu'il a une protéine qui lui permet de faire la rétrotranscription. Ensuite, lorsqu'il a fait la rétrotranscription à l'intérieur de la cellule humaine, il est obligé, ce virus du VIH, de pénétrer à l'intérieur de notre ADN. Et là, il sait qu'il a aussi une protéine qui s'appelle intégrase. Il y a d'autres protéines, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il a au moins une machinerie enzymatique dès le départ. Donc, il a son ARN, il a des protéines qui lui permettent de pénétrer à l'intérieur de notre ADN et de produire des ARN qui seront comme si des ARN produits à partir de notre ADN et qui doivent être libres au niveau de notre chromosomes. Ce n'est pas le cas avec le SARS-CoV-2. Il n'a aucune machinerie enzymatique. Il n'a que son ARN comme élément matériel génétique et à l'intérieur de son ARN, il a des nucléotides qui vont l'aider à générer maintenant la protéine qu'on appelle la réplicase, donc ça dit que la reverse transcriptase. Donc, je veux qu'on se comprenne bien. Ceux-là, ils ont déjà, dès le départ, leur protéine qui leur permet de faire la rétrotranscription. Ils savent là où ils vont. Ils vont au niveau de notre ADN.
et pour produire. Mais lui, il n'a qu'une machine enzymatique, mais à son sein, il y a des nucléotides que lui-même sait déjà que lorsque je vais pénétrer, la première lecture que je vais faire, c'est de produire une enzyme qui va m'aider à fabriquer les autres brins. Donc c'est comme ça que vous avez vu, il y a eu une problématique, même Luc Montagnier a dit non, ça doit être quelque chose de fabriqué parce qu'on se dit maintenant, quand il va pénétrer, est-ce qu'il va aller dans notre ADN? Non. Donc j'ai dit, il n'a pas d'enzyme au départ. Il a ça à l'intérieur, il a des copies, donc des gènes à l'intérieur de son ARN. Il n'intègre pas l'ADN. S'il n'intègre pas l'ADN, comment il va se multiplier? Donc il est obligé d'utiliser des organiques à l'intérieur du cytoplasme. Et vous allez voir qu'il va utiliser le ribosome. Or, le ribosome, il lise les messages qui viennent de notre ADN sous forme d'ARN. C'est comme ça que vous avez vu, il y a eu la problématique qui disait que non, est-ce que ce n'est pas quelque chose de fabriqué? Comment un ARN qui vient de l'extérieur a la capacité, avec des coiffes 5' et 3' hydroxyde, d'être reconnu par nos ribosomes. Ça serait une logique avec le VIH, parce que le VIH, il pénètre notre ADN, il est à l'intérieur, il produit des ARN qui sont des propres ARN qui viennent de nous, dont nos ribosomes peuvent les connaître. Mais lui, il n'a pas tout ça. Il a une grande taille par rapport aux autres, on appelle les germains, le mode de prédation, vous allez voir aussi, et il fait ce qu'on appelle l'économie génétique. Ça veut dire quoi? Il a moins de nucléotides, mais il va produire beaucoup de protéines. Il n'a que 13 gènes, il va produire 14 protéines. Il fait ce qu'on appelle l'économie génétique. Donc voilà un peu, comparer l'intelligence de SARS-CoV-2 par rapport aux autres virus. J'ai pris l'exemple ici des VIH, qui au départ ont l'air. Maintenant, nous avons un problème avec la protéine Spike. Vous voyez cette protéine, ici quand on fait ce qu'on appelle la stérochimie, je suis très content parce que je suis entouré de deux grands éminents pharmaciens qui connaissent les biochimistes. Quand on fait la stérochimie, ça veut dire qu'on fait le criblage de la molécule pour les voir en 3 dimensions. Vous voyez la molécule, comment elle se présente. Vous avez ça, c'est le site connecteur qui lui permet de se connecter d'abord, parce qu'il fait comme un pontage. Il se connecte d'abord au niveau des récepteurs d'angiotensine 2, et puis il va faire un petit bitage, et ça c'est la partie qui lui permet maintenant d'être activé. Et puis vous avez les autres parties, ce sont les glycides, les lipides qui entourent, etc. Mais quand vous les regardez, vous allez voir qu'il y a de protubérances. La protéine est là, mais il émet des protubérances. Elle émet des protubérances. Ces protubérances, c'est ce qu'on appelle des épitopes. Ce qu'on appelle des motifs antigéniques. Vous allez prendre par exemple le plasmodium, une bactérie, il émet un antigène. Mais dans cet antigène, vous allez voir ce qu'on appelle des épitopes, ce qu'on appelle des petites sous-unités qu'on appelle des motifs antigéniques. S'il émet par exemple, je donne un exemple ici, j'ai plusieurs épitopes là-bas, et que ces épitopes sont identiques, tous ces épitopes vont être reconnus par notre système immunitaire par un même type d'anticorps, si c'est la voie immorale, ou le même type de TCR s'il s'agit de lymphocytes. Mais au cas où ce sont des épitopes différents, pour un seul antigène, s'il présente 3 ou 4 épitopes, s'ils sont différents, chaque épitope doit être reconnu par un paratope, c'est-à-dire le site récepteur qu'on appelle. Vous voyez, épitope, paratope, c'est les bras des anticorps. Ça veut dire que si j'ai, comme ça par exemple, il a 4 épitopes différents, pour ces 4 épitopes, il faut qu'il y ait un anticorps spécifique. Il faut qu'il y ait un anticorps spécifique. Donc il va générer une sorte de mosaïque de réponses immunitaires. Et même si c'est la voie cellulaire, le TCR qui va être produit par les lymphocytes, donc chaque lymphocyte doit avoir un TCR spécifique pour reconnaître ces épitopes-là. Et c'est là le problème, parce que vous avez des épitopes qui peuvent être très infectieux, vous avez des épitopes qui sont potentiellement faibles. Donc vous avez, c'est ce qui fait la différence. Donc je disais que ces épitopes-là, c'est eux qui vont déterminer aussi, au départ, la gravité de l'infection. Si vous êtes, par exemple, il exprime des épitopes qui sont très infectieux, cette personne-là a plus de risques d'avoir la gravité de l'infection, nous allons voir un peu, nous allons minimiser, ou si c'est un épitope faible, la personne peut répondre uniquement par la voie l'immunité innée et anéantie. Donc voilà, il faut retenir ça. Ces épitopes vont générer une réponse immunitaire variée, que ce soit humorale, il y aura plusieurs anticorps. Si ce soit en voie cellulaire, il y aura plusieurs TCR. Maintenant, c'est là où vous allez voir
que certains épitopes peuvent correspondre à des épitopes, par exemple, des parasites, émis par des parasites, ou émis par des bactéries. Donc, s'il y a des épitopes ici, sur ce virus, qui correspondent à d'autres épitopes de virus de grippe, ou d'autres bactéries, ça veut dire que certaines personnes auraient déjà fabriqué une immunité cellulaire, non pas avec SARS-CoV-2, mais avec ces bactéries, ces virus, qui ont le même type d'épitope. Ils auraient déjà fabriqué des anticorps ou avec le mémoire. Et c'est ce que les Américains viennent démontrer, qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été en contact avec SARS-CoV-2, mais qui disposent d'une certaine immunité croisée, ça veut dire que liée à d'autres types d'épitopes ayant la même caractéristique que l'épitope de SARS-CoV. Ici, vous avez l'organisation génomique. Alors, vous avez, ça c'est le génome, en fait, qui contient à peu près 30 000 gènes, 30 000 nucléotides plutôt, 13 gènes, et puis 14 protéines. J'ai parlé des chromogéniques. Vous avez ce qu'on appelle des ERF, qui sont des cartes de lecture ouvertes. Et puis vous avez ce qu'on appelle les cartes de lecture non ouvertes, là, les UTR. Donc c'est les primes qui créent la stabilité de l'autre virus. Alors quand vous regardez les ERF des 1A, je dis ce sont des cartes de lecture, ça veut dire que là où les enzymes peuvent lire pour faire la traduction au niveau des ribosomes. Les ERF 1A et 1B, quand vous les regardez, ce sont des cartes de lecture qui vont faire la première expression génomique, qui vont générer toutes les polypeptides qui vont aider le virus à pouvoir créer des virus. Donc vous avez ici, par exemple, il va générer l'ARN polymérase, qu'on appelle la réplicase, qui est la première expression, qui va l'aider à générer son ARN négatif. Et vous avez tout ce qui est dans la portion de sa membrane, les N, les M, tout ce qui va les poser. Et les autres protéines qu'on appelle les protéines positives. Et puis vient après la partie Skype. Donc c'est lui, c'est qui permet l'ancrage au niveau des cellules de l'angiotensin 2. Et vous l'avez ici. Et quand vous les comparez avec celui de MERS là, vous avez l'impression que lui, il est légèrement un peu courte par rapport à l'autre. Et vous avez des différences aujourd'hui, c'est déterminé sur le plan génomique de 4, il y en a pour de l'autre, on dit jusqu'à 17% des éléments qui sont différents. Donc vous voyez, le premier cadre de lecture là, de 1A jusqu'à 1B, va d'abord générer l'ARN polymérase qui va l'aider, nous allons voir ça, qui va l'aider d'abord à produire l'ARN négatif, parce qu'il doit être en double brin pour pouvoir se multiplier. Et puis, il va produire aussi les autres. Et vous avez les autres cadres de lecture ici, jusqu'au niveau de 9B, ça va produire des protéines aussi qui vont jouer les rôles dans sa structure. Alors, qu'est-ce qui fait que ce virus est très contagieux et quelles sont les conditions? Contrairement aux autres virus là, que vous connaissez, le SARS-CoV-1 et puis le MERS, ce virus, sa protéine Skype, vous voyez que j'insiste sur ça parce que c'est l'élément primordial, la protéine est sous forme inactive. Lorsqu'il s'accroche, il n'est pas directement activé. Il doit subir une certaine maturation. Donc il est sous forme inactive, ce qui n'est pas le cas avec les autres, qui sont directement, lorsqu'ils s'accrochent, ils peuvent commencer directement. Lui, cette protéine-là plutôt, elle est sous forme inactive. Et pour qu'il soit activé, il faut qu'au niveau de nos cellules, au niveau des alvéoles par exemple, on voit le doyen ici, au niveau des alvéoles, là où il y a des récepteurs d'enzymes de conversion, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les métalloprotéines, qui sont comme des éléments qui vont l'aider à s'activer, comme des cofacteurs, on peut les appeler comme ça, qui vont l'aider à s'activer. Donc sa maturation est liée à ça. Maintenant, les personnes qui ont beaucoup de métalloprotéines, notamment la pyrine ici dont je parle, et le TMPRSS2, qui m'ont donné le professeur depuis avait déjà décrit dans sa physiopathe, ceux qui en ont beaucoup vont surexprimer, vont activer rapidement ces protéines Skype. Donc la protéine Skype, quand il pénètre, il faut qu'il y ait la présence de ces pyrines-là, qui sont des métalloprotéines, qui vont l'aider à se maturer pour qu'il puisse s'activer. Donc il est sous forme inactive. Alors, vous avez la pyrine est connue dans les nombreux tissus que nous avons dans l'organisme, a une action très spécifique qui libère par exemple l'albumine, les facteurs de complément, les facteurs de von Willebrand et même les peptides, etc. Donc il intervient donc pour finaliser la synthèse de certaines protéines
Et dans le cas d'espèce ici, c'est la protéine SCAR. Donc il y a 3 éléments qui sont capitaux, sa protéine de pointe que nous sommes en train de décrire parce que c'est l'élément capital qui permet l'entrée. L'intelligence, pas d'enzyme, pas ni de réplication, ni d'intégrer l'ADN. Il va utiliser tout simplement des organiques, et parmi les organiques, il y a 3. Les ribosomes, les retours endoplasmiques, et au niveau des vésicules gontières. Donc, il y a une économie, voilà. Alors, ça, c'est le schéma que j'ai produit, pour lequel nous devons bien suivre, parce que si nous voulons comprendre là où on peut bloquer le virus, c'est à partir de là. Ici, nous avons le virus. Et j'ai mis ici la protéine S, donc le spike, avec ses épitopes. Là, nous avons la cellule hôte, avec les récepteurs d'enzymes de conversion. Effectivement, aujourd'hui, on parle des co-récepteurs, que je vous ai dit là, notamment les métalloprotéines et donc la furine. Donc, lorsque leur protéine SCART se met, d'abord, pour l'empêcher, vous, en tant qu'étudiant, ce sont les gestes barrières. Si on se nettoie bien les mains, avec du savon, et gel hydroalcoolique, vous respectez la distanciation, vous ne pouvez jamais être en contact avec le virus. Vous allez l'éviter. Mais au cas où il pénétrait, les Américains ont déjà mis au point ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Ça veut dire qu'ils ont réussi. Et là, je peux faire le parallèle avec ce que le prof Mouye m'a découvert, le MAB114. C'est un anticorps monoclonal. Quand on dit monoclonal, il vise un seul clone de cette protéine-là, donc un seul épitope. Ça veut dire que quand le prof Mouye parle il a découvert le monoclonal antibody 114, ça veut dire que le 114, c'est l'épitope le plus dangereux dans Ebola. Donc ils l'ont identifié comme l'épitope capital qui est responsable de la genèse. Ici, les Américains viennent de découvrir, viennent de mettre au point un anticorps monoclonal. Probablement, ils ont identifié un épitope le plus dangereux et qui est à la base de l'infection. Donc, à partir de ça, quand il pénètre, si les gestes spatiaux n'ont pas été respectés, on peut utiliser, comme si météorite, ça veut dire l'anticorps monoclonal, qui vise un des épitopes les plus dangereux pour le bloquer. Et lui-même aussi, quand il pénètre, il peut générer à travers nos cellules une certaine apoptose. Les cellules peuvent accélérer, les cellules qui sont infectées peuvent accélérer leur mort cellulaire pour empêcher la multiplication du virus et arrêter l'infection. Maintenant, lorsqu'il est reconnu par le récepteur cellulaire et que les furines vont activer, en ce moment-là, il y a fusion des membranes, etc., il va continuer, il se retrouve à l'intérieur des endosomes-là, il va essayer, à travers son ARN positive, de générer d'abord ce que je vous dis, les premiers cas de lecture, c'est-à-dire quoi? La première enzyme, ce qu'on appelle quoi? La réplicase. Et là, comment on peut les bloquer? Au départ, il y en a qui ont dit, et qui se disent jusqu'aujourd'hui, la chloroquine associée à l'azithromycine, il y en a qui ont parlé de l'ivermectine, c'était des hypothèses, avait le pouvoir aussi de bloquer cette fusion-là. Mais comment? Le problème, c'est que le virus entre dans la cellule en utilisant ce qu'on appelle les endosomes. Les endosomes sont des petits vésicules ou des petits compartiments qui sont à l'intérieur des cellules. Et dans ces endosomes, le pH est souvent bas. Et ce qui favorise son entrée et qui pousse poursuivre. On a découvert que l'hydroxychloroquine pouvait, au niveau des endosomes, augmenter le pH. Ça veut dire que s'il augmente le pH, le virus a du mal, parce qu'à ce pH augmenté, il ne sait pas évoluer. Donc c'est ce qu'on a décrit. Même l'ivermectine, à un moment donné, on a dit, il peut aussi jouer ce rôle-là. C'est pour cela qu'il fallait beaucoup d'essais cliniques, il y a des études qui sont réalisées, et jusqu'à présent, il y a des études qui sont pour, d'autres contre, etc. Donc voilà, la première cible, c'est essayer de bloquer en augmentant le pH de ces endosomes pour empêcher à ce que le virus puisse continuer sa progression. Alors, au cas où il poursuit sa progression, là aussi, l'ARN viral, la seconde cible, ou s'il faut parler de la troisième, c'est des produits ce qu'on appelle des ARN interférents. Les ARN interférents, ce sont des petits ARN qui sont complémentaires de l'ARN viral ici. Quand on dit qu'ils sont complémentaires à une partie, ça veut dire qu'ils ont des gènes ou des nucléotides qui peuvent se mettre en complémentaire à une partie de ces ARN-là. Or, nous sommes déjà dans la cellule. Lui, l'ARN positif, il cherche quoi? À être lié par nos ribosomes.
Or, si nous envoyons les ARN interférents, ils vont se mettre sur une partie des sortes ARN positifs et les ribosomes ne seront pas libres. Parce que les ribosomes ne lisent qu'un ARN en simple brin. Nous risquons d'avoir un ARN avec une partie en double brin. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Ils vont les dégrader. Ils vont les dégrader ou mimer son expression. À ce moment-là, le virus ne sait pas évoluer. Et il y a des types de ce qu'on appelle les ARN interférents. Vous avez ce qu'on appelle les silencing RNA, on appelle les cRNA. Les silencing RNA sont d'origine virale. On peut les fabriquer aussi à partir du même virus. Donc on prend l'ARN du virus là, on crée un autre brin et on les coupe, on a des bouts. Si on les met à l'intérieur, ils vont reconnaître notre ARN viral là, ils vont se mettre pour les dégrader. Mais les micro-ARN, l'autre version, et ils sont produits par l'humain, donc d'origine humaine, par le génome humain. C'est possible, pourquoi? Parce que nous voyons que ce virus est comme une partie de nous. Parce qu'il vient de l'extérieur avec son ARN, sans pénétrer dans notre ADN. Nos ribosomes reconnaissent les coiffes, donc ils les reconnaissent totalement. Ça veut dire que nous avons des ARN aussi, que nous pouvons produire. Si nous les coupons à une partie, nous allons voir qu'ils correspondent. Donc voici. Et ça, c'est déjà, j'ai déjà lu un article où les Américains, les Anglais sont en train de travailler sur les micro-ARN. Il faut dire que ce n'est pas des techniques faciles aussi. Donc on peut bloquer aussi le virus à ces niveaux-là. Maintenant, lorsqu'il pénètre et qu'il utilise nos ribosomes, il s'est traduit, j'avais dit que les micro-ARN peuvent le bloquer, mais s'il ne le bloque pas, lorsqu'il pénètre et qu'il s'est traduit, la première traduction, rappelez-vous les ORF, les premiers cas de lecture, ils vont lui générer quoi? Les ribosomes vont générer quoi? La réplicase, qui est l'ARN polymérase, qui va l'aider à faire quoi? La première chose, l'ARN polymérase va aider va agir sur l'ARN positif pour générer ce qu'on appelle l'ARN négatif. En fait, il se retrouve en deux brins. Donc vous voyez, pour le VIH, on a dit, dès le départ, il a sa réflexe transcriptase. Mais lui, il n'a pas ça. Il utilise le ribosome pour générer la première protéine qui va l'aider, la première enzyme qui va l'aider à générer l'autre bien qui est l'ARN négatif. Ensuite, l'ARN négatif qui est produit, grâce toujours à l'action des réplicases là, qui veut les produire, vont l'aider à faire une transcription qu'on appelle imbriquée, ça veut dire à produire maintenant des petits ARN sous-génomiques. Et grâce à la traduction toujours à nos ribosomes, il va produire aussi les autres protéines. Et finalement, ils vont s'assembler au niveau des retours plasmiques par un processus dont je vous épargne ici des translations pour assembler ces éléments et qui finalement vont terminer leur parcours au niveau des vésicules golgiens pour s'assembler et sortir par exocytose. Et ici, notre troisième cible, c'est qu'on dit, déjà ici on dit, la chloroquine, non seulement il peut pénétrer dans les endosomes, mais il y en a qui ont dit que la chloroquine pouvait aller plus loin. Mais ce que les gens décrivent ici, ce sont les ARV. Les antirétroviraux, on a dit, avec les antirétroviraux, on peut bloquer soit l'enzyme, la réplicase, pour qu'il ne puisse pas agir, soit aussi, empêcher aussi l'ARN négatif qui ne puisse pas produire aussi les ARN positifs qui vont constituer les matériels génétiques de plusieurs virus. Donc vous voyez, c'est là où on parle des remdesivir, tous ces antirétroviraux que les gens avaient imaginés et ils continuent à exploiter pour essayer de trouver une solution. Et finalement, la quatrième cible, c'est qu'on dit aussi, il y a une possibilité d'empêcher l'exocytose. Parce que quand il produit, il est à l'intérieur de nos cellules, il n'a pas touché notre ADN, il se multiplie au niveau des vésicules golgiennes, il est obligé de sortir. On dit que si on l'empêche de sortir, il va s'étouffer aussi à l'intérieur. Donc ça, c'était les cibles, les potentielles cibles à partir du quoi? Du schéma de la réplication. Voilà. Ça, c'est le schéma de la réplication tel que décrit dans le revue. Alors, vous voyez maintenant, si on veut voir une comparaison avec le palais. Vous avez ici la mamelle plasmique de cellules pulmonaires, des alvéoles, où vous avez les récepteurs d'angiotensine 2, et vous avez notre virus. On est en train de démontrer que ce virus, avant de pénétrer, de s'associer ici, au niveau, rappelez-vous que je vous avais dit qu'il y a un site connecté. Il se connecte d'abord à des tiges comme ça, comme des fédérations qu'on appelle les aspartames, protéoglycanes. Et ces mêmes aspartames, protéoglycanes, sont retrouvés au niveau des hépatocytes. Et nous savons que, comme lui l'a fait, il s'attache là-bas, il clibite pour venir au niveau des alvéoles, et là,
dès que les alvéoles ont la ferrine, il va s'activer pour pénétrer. Le plasmodium, lui, fait la même chose pratiquement. Il s'attache aux aspartates pour tromper les cellules épithéliales et les cellules de Kupffer qui sont là pour qu'ils ne soient pas visibles. Parce que les cellules épithéliales là sont en bas, les aspartates sont au-dessus, il se met là-bas et il s'attache pour pénétrer. Donc il y a des subtilités comme ça qu'on peut faire pour voir comment. Et ici, on vous montre le virus. On montre que la première cible dont je vous ai parlé, on peut l'empêcher de s'associer au récepteur si on a par exemple des anticorps monoclonaux ou des médicaments qui baissent au niveau des vésicules, au niveau des endosomes plutôt, le pH, qui augmente le pH, on peut l'empêcher d'entrer. Donc voilà pour ce qui concerne la structure, le cible thérapeutique. Je vais maintenant parler de la problématique de la réponse immunitaire. Voilà ce schéma que j'ai produit encore, où nous allons essayer de comprendre tous les mécanismes qu'il y a autour de la réponse immunitaire par rapport au SARS-CoV. Ici, vous comprenez que j'ai essayé de calquer un peu le SARS-CoV. Vous avez le somatel génétique ici. Et ça, si nous avons compris la structure, nous comprenons que ça, c'est la protéine escale. OK? Et puis, vous avez ici, je le tire ici pour montrer qu'il a des épitopes. Ça veut dire de mon type antigénique. Nous avons dit que ces épitopes, il y en a qui peuvent être potentiellement très infectieux, d'autres faibles. Alors, regardez ici. Si je prends la possibilité que vous êtes infecté par une forme génétique de SARS-CoV qui produit des épitopes faibles, qui ne sont pas puissants, donc ça va générer une réponse immunitaire faite par des macrophages qui vont juste les phagocyter et il n'y aura aucun signe. Et la personne va se retrouver dans les catégories, vous ne savez pas donner là, il va parler de ça, les catégories asymptomatiques. Quelle est la conséquence? Cette personne est guérie, mais n'aura pas produit une réponse immunitaire spécifique. Il n'y a que la réponse immunitaire spécifique qui permet de générer le mémoire. Ça veut dire que vous gardez en mémoire les souvenirs de la première infection. Donc il n'y a pas de mémoire. Mais, avec la théorie que je vous ai dit des réactions croisées. Si c'est fait que cette personne a déjà eu des contacts avec le même épitope qui vient de notre virus, de la grippe ou d'une bactérie quelque part, il aurait généré une réponse immunitaire. Donc cette personne asymptomatique, on peut se retrouver qu'il a aussi un mémoire. Donc vous voyez, les deux cas peuvent exister. Maintenant, au cas où il est infecté par un antigène potentiellement grave, ce qui arrive le plus souvent, si la personne aussi, on dit les personnes souvent de plus de 65 ans, et il y a beaucoup de pyrines, donc les métalloprotéines, qui sont des activateurs, associés à des comorbidités, là on est dans la tranche où ça va entraîner quoi? Une infection grave. Et surtout avec la décharge massive des cytokines, nous allons en parler. En ce moment-là, la personne peut se retrouver avec une insuffisance respiratoire désaturée, et il faut utiliser des ventilations non invasives, les CPAP, tous ces termes-là, je laisse. Voilà. Et il peut arriver aussi, parmi les 5%, vous avez 2%, à peu près les gens disent comme ça, qui ne supportent pas tous ces méthodes-là, il faut les intuber, et là, on a moins de sang. Ça peut aboutir au décès. Et souvent, ce qui est associé, c'est qu'il y a le fondement du système immunitaire. Je vais y revenir. Maintenant, nous prenons la situation normale, où il y a une réponse immunitaire normale. Vous devez savoir que la réponse immunitaire a deux phases. Vous avez ce qu'on appelle une réponse immunitaire innée, qu'on appelait dans l'état naturel, qu'on appelle aujourd'hui non spécifique. Parce qu'il n'est pas spécifique d'antigène. Et cette réponse est faite par les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules épithéliales, etc. Est-ce que vous vous souvenez? Cette réponse est faite par eux. Et si cette réponse-là, j'anticipe, ne marche pas, si en ce moment-là, le même macrophage, les mêmes cellules dendritiques vont comprendre que pour ces microbes, il faut nécessairement une réponse spécifique. Il faut qu'ils soient reconnus de manière spécifique. En ce moment-là, ils vont changer de terme, ils vont s'appeler CPA, cellules présentées dans l'antigène. Donc nous allons voir les deux. Nous sommes ici. L'immunité naturelle, les macrophages, que vous voyez ici, hein, l'action des macrophages, des cellules dendritiques, lorsqu'ils sont activés, ils vont générer ce qu'on appelle des médiateurs. Les médiateurs sont des cytokines. Je ne prends pas tout, j'ai pris quelques exemples. L'interleukine 1, les thymogénérosifacteurs, l'interféron gamma. Lorsqu'ils vont générer ces cytokines
la plupart des interleukines et les thymoneurocytes, à part l'interféron gamma qui a beaucoup plus une action antivirale qui peut agir directement pour étouffer le virus dans la cellule. Mais l'interleukine 1, les thymoneurocytes, vont agir sur des organes principalement. Vous avez le cerveau, dans l'axe hypothalamo-hypophysaire, au niveau des centres thermoréguis, ils vont dérégler la temps. D'où ça va générer quoi? La fièvre. Et ils vont agir sur le foie pour augmenter la production de quoi? De la protéine qu'on appelle CRP. Donc qui est un témoin d'une inflammation. Alors, si cela marche, ils finissent pas par là. Parce qu'ils savent que il faut arriver à anéantir quoi? Le virus, qui peut-être est en train de s'étudier. Ils vont aussi agir sur les compléments. Parce qu'est-ce qu'ils cherchent, eux? C'est d'aboutir à une réaction inflammatoire efficace. C'est ce qu'on appelle amplifier la réaction inflammatoire. Ils vont à ce moment-là agir sur les compléments, par la voie alterne, pour avoir deux protéines essentielles. Vous avez le C3b, qui est une opsonine, qui va faire l'opsonisation. Parce qu'il arrive souvent, les macrophages, dans leur pouvoir là, d'anéantir les microbes, ils n'arrivent pas. Ou soit ils n'ont pas de récepteurs, ils sont obligés d'utiliser les récepteurs du complément. Parce que si le C3b bloque le virus, la phagocytose devient facile. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation qui facilite la phagocytose. Mais ils vont aussi, par la voie alterne, produire le C5a. Le C5a a un pouvoir chimotactique. C'est-à-dire, lui, il va recruter ce qu'on appelle des polynucléaires neutrophiles qui ont la même action de faire quoi? La phagocytose, pour venir l'aider. Et si tout ça est fait, qu'est-ce qu'il va faire? On aboutit à une réaction inflammatoire. Entre temps, les cliniciens sont en train de se débattre, il fait la fièvre, il faut donner ça, le doyen, chloroquine, hein? On évolue. Et puis on va voir les malades, même s'ils ne désaturent pas. Moi je suis fondamental, et puis je vais faire compléter. Et puis, à un moment donné, on va voir la réaction inflammatoire aboutir à quoi? À une guérison. C'est clair? Mais il arrive que le patient a été en contact soit avec un épitope efficace, et comme c'est un antigène efficace, en ce moment-là, il est thymodépendant. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il soit reconnu par l'immunité spécifique. Tout ce que les macrophages vont faire là, c'est seulement précéder l'immunité spécifique. Donc il doit être reconnu par les lymphocytes TLP qui portent le marqueur CD4. Et c'est à ce moment-là que les macrophages, ayant compris déjà que, malgré tout ce qu'ils ont fait là, comme amplifier la réaction inflammatoire, ils voient que le virus continue toujours à créer des problèmes. Là, en ce moment-là, on se débat, ventilation de l'escalier, il faut augmenter la quantité d'oxygène, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le macrophage, parmi les cytokines qu'il avait sécrétées, il va déjà dire au thymoneurocyte facteur, c'est vrai que vous avez informé le cerveau, tout ça, il faut informer aussi quoi? Les grands frères, qui est quoi? L'immunité spécifique, on appelle acquise ou adaptative. Donc, ils vont agir sur l'immunité spécifique, et à ce moment-là, ils changent de terme, ils deviennent quoi? C'est CPA. C'est l'hypothèse d'antigène. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont exprimer ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité de la classe 2. Parce que l'antigène ne peut être présenté par les macrophages que via les complexes majeurs d'histocompatibilité qui, eux, la clé, et les récepteurs des lymphocytes sont de quoi? La serrure. Donc, ils vont exprimer ça. Et là, on est là, voilà, les lymphocytes LPR, donc c'est comme ça qu'on a dit dépendant. Maintenant, ces lymphocytes LPR, il arrive, avant de continuer, que certaines personnes produisent encore des épitopes les plus virulents qui peuvent directement s'attaquer à ces LPR, dans le cas de virus ici, et qui vont les détruire. Et votre immunité spécifique sera effondrée. C'est la plupart des cas qu'on les tube là. Et si on essaie de booster l'immunité, certaines personnes, parmi les 2%, on arrive à les récupérer, mais la plupart des temps, ça prend beaucoup de temps et vous allez voir, tout, les organes sont devenus défaillants, etc. Là, je laisse aux cliniciens. Donc voilà ce qui se passe pour ces gens-là. Le virus lui-même, quand les macrophages stimulent l'immunité spécifique, ils agissent directement sur les lymphocytes LPR pour les détruire. C'est comme si on arrive au stade, comme pour le VIH, qui s'introduit à l'intérieur, alors il y a une vidéo de personnes qui s'est fait, et là, le plus souvent, c'est le décès, etc.
Maintenant, au cas où les lymphocytes activés collaborent avec les CPA, parce qu'il y a tout un tas de molécules, les CD28, tout ça, on vous épargne, il y a une collaboration parce qu'il faut collaborer pour produire une bonne orientation de la réponse immunitaire. Lorsqu'il y a une bonne collaboration, qu'est-ce qui va se passer? Et que les macrophages ici, les CPA dit aux lymphocytes, vous voyez ces virus ici, nous en avons l'expérience, hein? Il faut la voie cellulaire. Et les lymphocytes ici vont prendre la voie, ce qu'on appelle TH1, c'est la voie cellulaire, ils vont s'adresser aux lymphocytes T cytotoxiques, qui portent les marqueurs quoi? CD8. Et ils ont une cytotoxicité, et ils vont directement détruire le virus. Et au bout d'un certain temps, 2 semaines, la personne, on sent qu'il est guéri. Vous voyez ça? Mais il arrive aussi que les macrophages disent, ce virus, on est déjà habitué. On voit que la voie cellulaire ne marche pas bien. Il faut aussi associer la voie IBO. C'est la voie THD, ils vont s'adresser aux lymphocytes B, qui vont se différencier en plasmocytes pour produire des anticorps, IgM au départ, et puis IgG, qui sont des anticorps neutralisants. Mais en même temps, IgG peut jouer aussi les rôles, parce qu'il neutralise. Il joue le rôle aussi, IgG principalement, pas IgM, des opsonisations, comme le C3b. Donc il bloque le virus et les macrophages qu'il était incapable de bouffer vont à ce moment-là bouffer. Et si les macrophages agissent derrière les IgG ici, c'est que la cytotoxicité qui a été exercée sur le virus n'est pas due au macrophage. Il est dû à quoi? Aux anticorps IgG. On va parler des pouvoirs ADCC. Donc cytotoxicité, c'est les anticorps D. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'avantage de l'unité spécifique ici, je vais bientôt terminer, c'est que quand le macrophage, les CPA s'adressent aux lymphocytes, ces lymphocytes, quand ils seront activés, ils vont se différencier en 2 catégories. Vous allez avoir la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes mémoire, qui sont en petit nombre. Comme ils ont déjà pris la photo du virus, ces mémoires-là qui sont moins de 20% se retirent. C'est eux qui vont attendre la prochaine infection, ce qu'on appelle les mémoires. Les infecteurs, plus de 80%, c'est ceux que j'ai décrits, qui vont agir. Maintenant, lorsque ces lymphocytes vont agir, par exemple, par la voie cellulaire sur les lymphocytes CD8, les CD8 aussi, lorsqu'il est activé, tout ça se fait grâce aux médiateurs, hein, les cytokines. Lui aussi va s'activer. Est-ce que vous suivez? Il va s'activer pour produire toujours les 2 catégories. Les lymphocytes, mémoire en petit nombre, qui se retirent, et les effecteurs qui vont agir. Et le B aussi va faire la même chose. C'est ce qu'on appelle vous garder en mémoire. Vous comprenez que si vous êtes infecté, pour arriver jusqu'à l'immunité spécifique, pour la première infection, l'immunité spécifique est retard. C'est pour ça que vous allez voir les malades qui font 1 semaine, 2 semaines, même 3 semaines. Mais, si vous êtes infecté pour la seconde fois, cette immunité spécifique sera rapide. C'est ce qu'on appelle la réaction anamnestique. Donc voilà un peu les schémas aujourd'hui, un peu qui commencent à être éclaircis, citoyens, par rapport à la réponse immunitaire des SARS-CoV-2. Ah. Alors ici, c'est un schéma qui pourra faire un débat pour les cliniciens. En fait, c'est un schéma que j'ai essayé d'ajouter des éléments de l'immunité des anticorps. Alors, si vous remarquez, ici, c'est lors de la primo-invasion, que je vais le décrire, et ça, c'est lorsque la personne se réinfecte. Vous voyez, en Europe, il y a maintenant, pour certains pays, des deuxièmes vagues. Pour la première vague, vous voyez que ça, c'est la période d'incubation. Ici, après la période d'incubation, vous avez ici la production des IgM qui atteint presque leur pic, j'ai essayé de voir un peu dans la publication, à un taux de 0,6 à peu près. Quand ils atteignent ces pics-là, au bout, entre 28 à 35 semaines, vous voyez, ils disparaissent. Donc, si vous allez au-delà, vous ne le voyez pas. Et puis, à partir du 7e jour-là, vous pouvez avoir une élévation des IgG. L'avantage des IgG, c'est qu'ils témoignent de mémoire. Vous voyez qu'ils atteignent leur pic à peu près entre 25 et 25 jours. Ils baissent, mais restent toujours au-delà des valeurs normales. Donc ça veut dire que vous avez gardé les IgG. Maintenant, vous voyez le taux ici, c'est 1,2. Maintenant, lorsque la personne se réinfecte, regardez, puisque la réponse, il y a un mémoire, la réponse sera rapide,
vous voyez les taux de IgM au cours de la deuxième infection est très bas. Parce que vous avez déjà pratiquement le mémoire avec ça. Et même en 200, 0,2, mais quand vous regardez les taux de IgG, c'est très élevé. Tout simplement parce qu'il y a des IgG anciens que vous avez gardés au cours de la première infection et ceux qui sont produits lors de la seconde infection. Alors, souvent, on en a discuté même avec les profs. Je disais que dans l'interprétation des anticorps, le doyen pourra nous aider aussi des anticorps, tout ça, des fois, on peut être dans une confusion. On croit que le patient est dans sa première infection, alors qu'il est dans une seconde infection parce que vous allez voir les taux élevés. Vous voyez, ici on arrive jusqu'à la deuxième infection, jusqu'à combien? 1,8 pour les IgG. Donc voilà, j'ai essayé d'ajouter pour que les gens sachent qu'on peut avoir une seconde infection, puisque certains malades sont apparus comme asymptomatiques, alors qu'ils avaient produit une immunité. Quand ils viennent maintenant pour une seconde infection parce qu'il s'agit peut-être d'un épitope qui les a créé des problèmes, vous risquez d'avoir une mauvaise interprétation. Donc ça, je laisse vraiment à ceux qui gèrent, et c'est ça qu'on appelle ici la réaction analytique. Alors maintenant, pour vous faire plaire à mon élève professeur, parce qu'on a fait discuter, je vais terminer par là. Je fais l'action de l'oxychloroquine comparée pour les palus et pour les SAFTOR. J'en ai déjà dit. En ce qui concerne le palu, ici vous avez les globules rouges. Là vous avez les trophos, vous avez sa vacuole parasitophore. L'objectif de la chloroquine, c'est de se concentrer au niveau de la vacuole parasitophore pour bloquer l'hémoglobine que lui a capturé, qu'il est censé digérer pour pouvoir faire sa multiplication. Ce qui fait que si la chloroquine, son action c'était de bloquer la vacuole là, l'utilisation de l'hémoglobine, c'est comme si vous avez un repas mais vous ne savez pas manger, et au bout d'un certain temps, les trophos meurent, l'hémoglobine peut même ressortir, s'écoupler encore à l'oxygène. Mais le problème, c'est que c'est quoi? La chloroquine neutre, c'est environ 0,2. Si je me trompe, le professeur là avait complété, 0,2. La chloroquine est souvent protonnée, soit monoprotonnée, soit diprotonnée. Et dès que la chloroquine neutre, il peut y rentrer directement. Donc, il est perméable. Mais les chloroquines ici, protonnées ou diprotonnées, ils ne sont pas perméables pour entrer parce qu'il y a un pH. Donc il y a un contre-courant. Et ils sont obligés d'utiliser quoi? Ce qu'on appelle des protéines qu'on appelle des perméases. Et ces perméases sont aidées par ce qu'on appelle les groupes hydroxy ATPase qui vont l'aider à pénétrer d'abord, à se concentrer au niveau, parce qu'il y a des canaux là-bas, se concentrer au niveau par exemple du parasite et jusqu'à ce qu'il va entraîner sa concentration au niveau de la vacuole parasitophore. Ce qui est arrivé pour la récence, c'est quoi? C'est que les parasites, à cause de la pression médicamenteuse, les gens prenaient les médicaments, ils ne terminaient pas la cure à cause de la complication de la chloroquine, de l'ingestion. Ce qui fait que les parasites ont compris d'autres voies, d'autres canaux. Quand on faisait entrer par exemple des 150 mg, lui il prenait 150 mg, il les sortait par d'autres canaux. Ce qui fait qu'on n'arrivait pas à des concentrations normales. Vous avez une sorte de guérison et puis au bout d'un certain temps, vous êtes encore malade. Mais en ce qui concerne notre virus, la chloroquine a pour action d'augmenter le pH. Quand le pH est bas, le virus est puissant, il agit. Quand le pH est augmenté, donc voilà, doyen, ce que je pouvais donner comme cette première présentation.